C'est bon. Alors bonjour à toutes et à tous. On va vous parler d'impact environnemental et social du numérique. Alors juste pour checker un peu, qui s'est déjà un petit peu intéressé à la question? A lu des choses, Green IT, ce genre de choses. Ok. Alors peut-être que ceux-là ont déjà entendu parler de ce chiffre. Donc ce chiffre-là, on l'a extirpé d'un rapport de Green IT. Et le numérique dans le monde, c'est environ 3,8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une quantité assez forte. Souvent, il est comparé au trafic aérien en disant que c'est même plus important que le trafic aérien, dans certains rapports. Mais ce qui est assez intéressant dans le rapport du Green IT, qui est sorti il y a 2 ans et demi, c'est qu'au-delà des émissions de gaz à effet de serre, l'intérêt, c'est de regarder d'autres types de ressources, d'autres types de consommation. Donc typiquement l'eau douce, l'énergie primaire, l'électricité. Et aujourd'hui, personnellement, je vous parlerai pas mal de minerais, donc la dernière colonne, les ressources dites abiotiques qui ne se renouvellent pas, et parce que l'extraction de ces minerais a aussi comme conséquence de demander beaucoup d'utilisation d'eau pure. C'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans la fabrication des composants électroniques. Peut-être que vous avez entendu parler des problématiques d'eau à Taïwan, juste après le Covid, où le gouvernement avait fait le choix de prioriser l'industrie des puces, parce que Taïwan fabrique beaucoup de puces, à l'alimentation en eau potable des habitants. Donc ces chiffres-là, ils sont intéressants, et si on regarde donc déjà les colonnes, et si on regarde un peu les lignes, on voit en fait que les équipements, donc les smartphones, les ordinateurs, les consoles de jeux, etc., sont une grosse part de cette consommation, et quel que soit le type de ressources. Donc si les équipements sont une grosse part de cette consommation-là, aujourd'hui on va se focaliser sur l'exemple du smartphone. Moi je bosse chez Fairphone, donc les chiffres que je vais vous présenter, je les sors de chez nous. Et ce que je vais vous présenter sur Fairphone, c'est relativement vrai aussi sur d'autres types de marques. En tout cas, ces chiffres-là. La production des équipements, c'est vraiment la part principale de la consommation de ces ressources-là. Et ça, on le sait grâce à des études et grâce à une méthodologie qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Donc l'analyse du cycle de vie, c'est le fait de se dire, on ne va pas uniquement se focaliser sur l'usage du produit et sur la consommation électrique du téléphone, sur la période sur laquelle vous le gardez, votre téléphone. On va regarder tout son cycle de vie. Donc de l'extraction des minerais, à l'assemblage, à l'usage évidemment, mais aussi à sa fin de vie. Et quand on regarde tout ça, on s'aperçoit que 75% de l'impact total est vraiment dédié à la production. Donc il faudrait arriver potentiellement à produire moins. Alors si on regarde l'exemple du smartphone, l'industrie du smartphone est quand même assez hallucinante. On parle de 1,5 milliard en moyenne de smartphones vendus par an dans le monde, et ça dure depuis quelques temps. Ce 1,5 milliard, c'est des chiffres qu'on a depuis 6, 7, 8 ans. Il y a eu un petit creux pendant le corona, mais on a vite remonté la pente. Et donc ça veut dire que 1,5 milliard d'équipements arrivent dans nos mains, dans vos mains, chaque année. Et la problématique, pourquoi on achète tant d'équipements? Donc il y a plein d'explications. On parle parfois d'obsolescence esthétique, vous voulez le dernier appareil photo, etc. Mais une des raisons principales, c'est que votre téléphone, il casse et que c'est compliqué de le réparer. Tout ça, j'y reviendrai. Et toutes ces raisons font qu'en moyenne, votre téléphone, vous le gardez 2 ans, 2 ans et demi. Les derniers chiffres, c'est 2,8 ans. Mais on est loin des vieux 3310 Nokia qu'on gardait beaucoup plus longtemps avec une batterie qui durait, etc. Et aujourd'hui, le recyclage, là je peux vous en parler longuement parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur sur Fairphone de dire le recyclage c'est bien, mais avant il y a plein d'autres étapes, comme la réparation. Le recyclage, hélas, aujourd'hui il y a moins de 20% des devices qui sont recyclés. Et tout ça fait que, à l'heure actuelle, on parle en termes de déchets électroniques de 53 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Ce flux de déchets,
c'est un des flux qui augmente le plus parmi tous les autres flux de déchets au monde. Déchets alimentaires, autres déchets industriels, etc. Et vous imaginez bien aussi que ces déchets, ils ne finissent pas chez nous. Ils finissent dans des pays qui sont éloignés de nous. Mais les problématiques sont réelles là-bas. On vient d'expliquer que l'analyse du cycle de vie, c'est une approche intéressante. Donc c'est quelque chose qu'on va garder sur notre keynote. On va vous parler de problématiques et potentiellement de solutions en gardant cette approche. Donc on va commencer par vous parler d'extraction, on passera à l'assemblage, à l'usage et ensuite à la fin de vie. Alors, est-ce que vous avez tous un téléphone dans la poche? En moyenne, ça c'est une étude qui avait été faite récemment, en moyenne, vous avez entre 200 et 250 composants dans ce téléphone. Et en moyenne, on est à 50 minerais. Donc il y a certaines marques qui clament qui réduisent le nombre de minerais, mais au final, on est entre 40 et 60 minerais par téléphone. Vous avez tous entendu parler du cobalt, du lithium, du tungstène, de l'or, du nickel. Je vais arrêter là. Ces minerais-là, j'aime présenter ce slide-là, ces minerais que je cite, qui sont présents dans l'industrie du smartphone, vous imaginez bien que vous les retrouvez dans d'autres industries. Donc les énergies dites vertes, je ne suis pas du tout anti-éolien, hein, mais les énergies dites vertes s'appuient sur les mêmes minerais. Donc le néodyme, qui est un minerai qu'on bosse beaucoup en ce moment chez Fairphone, le néodyme, vous le retrouvez grâce à cause de ses puissances magnétiques dans les éoliennes. Donc toutes les problématiques environnementales et sociales dont je vais vous parler juste après sont les mêmes, quel que soit le produit final. Évidemment, dans les batteries de voitures électriques, vous avez du cobalt, vous avez de l'indium dans le photovoltaïque, etc. Donc juste pour garder ça en tête. Et pourquoi il y a des problèmes environnementaux, dont je vais parler juste maintenant? Parce que, en fait, ces fameux minerais que je viens de citer, ces fameux métaux, on ne les obtient pas à l'état pur dans la roche. Donc ça veut dire que quand vous allez visiter des sites d'extraction, où qu'ils soient, vous allez voir des gros blocs de roche, et ces gros blocs de roche, pour arriver à extirper l'or ou le cuivre qu'il y a dedans, c'est des processus très longs et très coûteux au niveau environnemental. Ça, c'est des chiffres qui sont un peu anciens, mais on est à peu près à 70 kg de matériaux bruts qui sont nécessaires pour à peu près un smartphone de 200-210 grammes. Ça, c'est des photos qu'on a prises avec Fairphone. Fairphone, c'est vraiment né de ça, en fait, hein, un unique focus au démarrage sur les minerais, les problématiques de minerais. Et ça, c'est des photos qu'on a prises en République démocratique du Congo, sur une mine de cuivre. Vous allez pouvoir voir là le petit lagon bleu là, au fond du trou. Alors ça, c'est une mine, et ce n'est pas un lagon bleu avec de l'eau pure, c'est de l'acide. Et quand vous passez du temps dans ces mines-là, toute la journée, vous voyez ces camions-là qui sont remplis d'acide. Cet acide-là, évidemment, s'infiltre dans les nappes phréatiques, et du coup, l'intégralité des cultures agricoles sont mises à mal, et même l'intégralité de la vie des habitants autour. Pourquoi ça? Parce que, en fait, pourquoi on a besoin de tout cet acide-là? Je l'ai dit, parce qu'il faut justement arriver à faire ces étapes d'extraction, de broyage des matériaux. Et il faut ces substances toxiques pour faire ça. Et pourquoi c'est si grand? Parce que voilà, les concentrations en métaux sont toutes petites dans les minerais. Et là, typiquement, ça c'est des travaux d'un artiste d'Afrique du Sud qui s'appelle Dylan Marsh, qui montre que pour, au final, extirper cette boule de cuivre qui fait 6500 tonnes, il vous faut avoir un site d'extraction qui est absolument immense au niveau de l'implantation minière. Donc pour arriver à extirper cette petite boule de cuivre, ce qui est certes un peu lourde, vous allez devoir avoir accès à ce terrain-là. Ces terrains-là, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les mines industrielles. Pour clôturer sur les métaux, là je cite une étude d'Olivier Vidal de 2020 qui dit qu'en gros, la quantité cumulée de métaux qu'on a utilisés depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est celle dont on va avoir besoin entre 2015 et 2050.
Pourquoi? Parce que notre demande, en termes d'approche prospective, notre demande actuelle vis-à-vis des... L'étude a été faite sur les 20 dernières années. Si on continue sur cette pente-là, c'est une demande accrue qui va avoir lieu sur ces métaux-là. Juste avant, je vous ai montré un site d'extraction minier, plutôt industriel. Il y a d'autres problématiques sur l'extraction minière qui sont plutôt dues aux mines artisanales. Donc ça, c'est une image de mine artisanale qu'on avait prise aussi en RDC. Et donc, certes, les mines artisanales ont des problématiques environnementales qui sont un peu différentes, mais les problématiques sociales sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que les gens, donc pareil, c'est des photos aussi qu'on a prises au même endroit, les gens en fait qui travaillent dans ces mines-là, c'est souvent des familles, et les équipements sont quasi inexistants. Donc c'est des gens qui vont travailler à main nue, les tunnels sont creusés de manière très précaire, beaucoup d'éboulements, donc ça c'est une photo de tunnel où bien souvent uniquement les enfants passent. C'est pour ça que l'industrie minière aussi est une industrie qui va embaucher le plus, entre guillemets, le plus d'enfants. Au Congo, on est à peu près sur 40 000 enfants mineurs qui travaillent dans ces mines artisanales sur 255 000 mineurs. Donc c'est beaucoup. Et pour clôturer les problématiques sociétales, évidemment, on ne peut pas ne pas parler des conflits armés. Fairphone, c'est vraiment des deux ça, d'une campagne de sensibilisation aux minerais dits de conflit. Vous avez 4 métaux, l'or, le tungstène, l'étain et le tantal, qui sont officiellement reconnus comme des minerais dits de conflit. En fait, officieusement, il y en a plus. Et quelle est la situation? La situation, c'est que vous avez des groupes armés dans certains de ces pays qui contrôlent les exploitations minières, des gens qui n'ont pas beaucoup de latitude pour pouvoir changer de site de travail. Et du coup, bas salaire, mauvais équipement, travail d'enfants, etc. Donc tout est lié. J'ai parlé d'extraction, je vais parler d'assemblage. Le gros de l'assemblage, il se passe en Chine. Aujourd'hui, on a on a d'autres pays qui commencent à arriver, comme la Birmanie et l'Inde, etc. Mais quand même, à l'heure actuelle, c'est principalement la Chine. Vous avez peut-être tous entendu parler de Foxconn, qui est une industrie d'assemblage assez connue en Chine. On parle de ville Foxconn, 1,3, 1,2 million d'employés. Pourquoi de ville Foxconn? Parce que souvent, sociologiquement parlant, c'est des gens qui ont quitté leur campagne et qui arrivent dans les villes pour pouvoir travailler en espérant avoir un meilleur salaire, ce qui parfois est vrai. Mais parfois, les gens dorment sur place, donc dorment à côté de l'usine. On parle de campus-usine, de ville-usine, etc. Et Foxconn est tristement connu, puisque les conditions de travail sont quand même assez dures. Et en 2010, c'est déjà assez vieux, mais il y a eu quand même un relais dans les médias occidentaux, parce qu'il y a eu des campagnes de suicide collectif de ces personnes-là, en fait, qui travaillent sur les lignes de production. Il y a 26 personnes qui se sont jetées d'un toit de l'usine pour dénoncer ces conditions de travail. Plus récemment, pour arriver à sortir un des derniers iPhones, Foxconn a aussi été condamné parce qu'ils employaient des enfants de 14 ans qui considéraient comme stagiaires. En fait, ces gamins-là n'étaient pas du tout stagiaires, ils étaient employés sur les chaînes de production pour pouvoir arriver à cibler la deadline. Alors, extraction, assemblage, usage. Est-ce qu'on peut parler d'obsolescence, programmée ou non des devices, puisque c'était vraiment notre approche, essayer de focaliser sur les appareils électroniques. Alors, la problématique, en fait, c'est que quand vous faites du software sur des produits électroniques, vous êtes souvent, il y a des niches qui existent, je pourrais en parler, mais vous êtes souvent coincé entre différents monopoles. Donc, si jamais je m'écarte du monde iOS, et si je m'intéresse principalement, c'est la part de marché principale à Android. Android, c'est Google. Donc en fait, le nombre de versions Android, la durée de vie d'une version Android, ça va être conditionné un peu par Google, même si Android est en partie open source. Et votre téléphone, il va avoir un nombre assez important de composants électroniques, notamment une puce. Sur cette puce, qui est assez intelligente et qui contient aussi le modem, etc., sur cette puce, il y a Android qui va tourner. Et donc le fabricant de la puce va être aussi un acteur assez important dans le long terme logiciel ou le court terme logiciel de votre produit. Et donc pour arriver à faire du long terme, du support logiciel long terme sur votre device, il faut arriver à faire en sorte que ces deux monopoles étendent un peu la durée de vie des suites logicielles qu'ils produisent. Donc c'est pas forcément facile. Il y a une étude de la Commission européenne qui est sortie il y a quelques temps qui montre que votre téléphone peut être parfaitement fonctionnel au niveau matériel, aucune casse, tout va bien, mais 20% des raisons pour lesquelles vous le changez, c'est le software. Donc c'est un software obsolète, plus de security update, ça veut dire que votre application bancaire ne marche plus.
Et donc, du coup, vous changez de téléphone, alors que matériellement, il est nickel. Alors, je crois que mon micro ne marche pas. Il va falloir crier. Je peux crier. Allô, la régie? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la régie? C'est bon? C'est bon. Super. Donc maintenant qu'on a vu pas mal donc la problématique écologique au niveau de l'usage, on va plutôt s'intéresser à la problématique éthique, parce que dans nos usages, c'est surtout là que ça va coincer. Et ça va coincer très très tôt, puisque ça va commencer dès le design de nos applications. En fait, une bonne partie des applications qu'on utilise ont été conçues pour nous enlever notre pouvoir de décision. Ça va se faire par deux biais. Il y a ce qu'on appelle les dark patterns et il y a ce qu'on appelle le design de l'attention. Donc les dark patterns, c'est toutes ces petites manipulations un peu douteuses qui sont faites, qui visent à soit à nous pousser à l'achat, vous savez, le fameux plus que 3 chambres restantes à ce prix », ou bien tout ce qui va nous empêcher en fait, de faire une action que la plateforme n'a pas envie qu'on fasse, soit supprimer notre compte, nous désabonner ou autre. Le design de l'attention, alors ça c'est un petit peu plus subtil, en fait c'est un ensemble de pratiques qui visent à nous faire passer le plus de temps possible sur la plateforme. Donc pour ça, on va créer des mécanismes d'addiction, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer une habitude et puis à cette habitude ayant créé une récompense, et ce qui fait que vous allez retourner sur la plateforme toujours plus et y passer plus de temps. Vous savez, le pull to refresh là, qu'on utilise pour rafraîchir notre fil Twitter, c'est exactement la même chose que quand vous tirez la manette de la machine à sous. Les mécanismes à l'œuvre dans le design de l'attention, c'est les mêmes que ceux qui sont utilisés, qui créent l'addiction au jeu. Hein. Pour votre cerveau, c'est la même chose. Et pourquoi est-ce qu'on veut vous faire passer plus de temps sur ces plateformes? Eh bien, tout simplement parce que plus vous y passez de temps, plus on va pouvoir récolter de données sur vous, et plus on va pouvoir vendre de l'espace publicitaire aux annonceurs. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à une vitesse absolument surprenante. La deuxième très grosse problématique de nos usages numériques, la collecte des données personnelles. Alors cette collecte, elle va se faire soit en direct par les plateformes, mais de manière consentie ou non consentie. Il y a des gens dans la salle qui n'ont pas Facebook. Oh, c'est cool. Mauvaise nouvelle, vous avez quand même un profil Facebook. Ça s'appelle un shadow profile. C'est construit à partir de vos contacts qui, eux, ont Facebook. Et donc ces données, elles sont parfois exposées au travers d'API qui peuvent être conçues avec une négligence assez remarquable. C'est comme ça, par exemple, que Cambridge Analytica a pu siphonner largement plus de profils que ce à quoi ils étaient censés avoir accès. Et il y a un autre problème dans la collecte des données, c'est celle des data brokers. Alors les data brokers, c'est des entreprises dont on n'entend pas beaucoup parler, elles ne sont pas présentes dans le débat public, et pourtant elles font un travail extraordinaire, puisqu'en fait, en utilisant ces API un peu mal conçues de plateforme, en utilisant tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qu'elles peuvent trouver dans des comptes rendus de procès ou autres, elles vont construire des profils nominatifs qui collectent 3 000 à 5 000 points de données sur chaque individu, sur 200 millions d'individus. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est vraiment important à comprendre ici, c'est que ce n'est pas vos données personnelles qui sont vendues. On s'en fout que vous soyez chemise ou polo, que vous soyez team chat ou team chien. En fait, c'est bien pire que ça. Parce que ce qui est vendu, c'est votre futur comportement. Ce que des plateformes comme Google et Facebook vendent à leurs annonceurs, c'est la probabilité, l'extrême probabilité, que vous avez d'acheter ce produit ou de voter pour tel parti. Et c'est comme ça, par exemple, que le Brexit a pu arriver. Et il faut vraiment comprendre ça, en fait. Hein. Il faut comprendre que la problématique, c'est pas que vous ayez des choses à cacher ou pas, même si on a tous des choses à cacher. C'est que ce qu'on est en train de vous retirer, c'est votre libre arbitre. Et je suis fâchée avec cette zapette. Hein.
Et alors, ce qui est magique avec cette collecte de données, c'est qu'elle va se faire d'autant plus facilement qu'on vous propose de super nouveaux gadgets qui vont venir améliorer votre vie. Donc là, ça va de la brosse à dents connectée au frigo connecté, etc. Et comme ça, à chaque fois, paf, c'est un petit pan supplémentaire de données personnelles qu'on file de notre plein gré. Le top du top, c'est les assistants vocaux. Alors ça c'est mes préférés. Hein, parce que sous prétexte de pouvoir lancer une minuterie en disant « OK Google », et ben maintenant, Google a accès à toute votre vie privée. Mais vraiment toute votre vie privée. Ça, c'est quand même le pied. Maintenant, là où ça devient vraiment gênant, c'est que parfois, ces nouveaux gadgets, ces nouvelles technologies, elles vont être utilisées pour vous rendre plus acceptable une technologie qui pour le moment est utilisée de manière ludique, dirons-nous, mais qui pourrait tout à fait, dans un futur, être utilisée de manière liberticide. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ces sociétés qui, à un moment, voulaient livrer des pizzas par drone. Donc ça paraît rigolo. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'aller manifester pour, par exemple, je ne sais pas, dénoncer vos conditions de travail et de vous faire suivre jusqu'à votre domicile par un drone pour que la police puisse venir vous arrêter à votre domicile et vous mettre en garde à vue? C'est moins drôle déjà. Hein, pourtant, ça arrivait en France, en 2020, dans le cadre des manifestations du personnel de santé, donc, qui manifestait pour dénoncer ses conditions de travail en pleine pandémie. Et donc, il y a des manifestants qui ont été suivis à leur domicile par des drones. La police est ensuite arrivée chez eux et les a placés en garde à vue. Et là, je ne vous parle même pas des drones armés, parce que les drones armés, c'est encore plus rigolo. Les drones armés, ils ont été utilisés en Libye. Et on sait qu'en 2020, il y a un drone qui a abattu une cible humaine. Le seul problème, c'est qu'on ne sait toujours pas s'il y avait un humain qui a décidé de tirer. Il y en a qui utilisent la reconnaissance faciale pour déverrouiller leur téléphone? C'est vachement pratique, hein. Alors, la reconnaissance faciale, quand c'est utilisé pour cibler une minorité ethnique dans une population, pour pouvoir ensuite procéder à son arrestation et la déportation dans des camps de rééducation, c'est toujours pratique. Par contre, c'est beaucoup moins éthique. Pourtant, c'est ce qui s'est passé en Chine. Donc en Chine, vous avez Alibaba et d'autres concurrents d'Alibaba qui ont vendu à tous les postes de police à travers le pays des logiciels de reconnaissance faciale qui visaient à cibler la population ouïghour pour permettre de procéder à son arrestation. Ça ne s'arrête pas en Chine, puisque aux États-Unis, c'est Amazon et ses petits copains qui ont vendu la même chose aux forces de police. Et vous inquiétez pas, ils essayent aussi chez nous. Alors maintenant, on va parler de mon autre crush dans nos usages du numérique, les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une autre problématique dans nos usages du numérique, c'est quand elle va venir brouiller notre rapport à la réalité, en fait, notre rapport au monde. Et ça, c'est plus précisément la problématique des réseaux sociaux. Et alors, parmi les réseaux sociaux, mon gros coup de cœur, c'est Facebook. Alors, les problématiques, elles sont nombreuses. On en a déjà évoqué quelques-unes du fait de la collecte de données et de leur exposition à travers d'API un peu bancales. Mais surtout, il va y avoir deux gros problèmes. Il va y avoir les bulles d'information. Donc, les bulles qui vous maintiennent en fait dans un flux d'informations qui va dans le sens que vous semblez en tout cas avoir adopté et qui donc ne vous permettra pas d'avoir accès à du contenu contradictoire parce que tout simplement c'est moins rentable en fait. C'est beaucoup plus rentable de continuer à vous filer du contenu qui va dans ce sens-là. Ça, c'est une première chose. Alors, c'est déjà assez embêtant parce qu'en fait, c'est ce qui amène à la polarisation de nos sociétés et au fait que le moindre débat devient beaucoup plus compliqué. Mais il y a aussi, bien sûr, la problématique de la modération des contenus. Alors, il faut savoir que la modération des contenus, elle est très rarement le fait d'humains parce que ça coûte cher. Franchement, on ne va pas dépenser des sous pour ça. Donc, elle est bien souvent laissée à des IA. Et le problème, c'est que l'IA, elle n'est pas très douée, en fait, pour la modération de contenu. C'est-à-dire que l'IA, elle n'est pas capable de faire la différence entre du contenu pornographique ou pédopornographique et du contenu qui vise à lutter contre le cancer du sein. L'IA, elle ne sait pas faire la différence entre, par exemple, un propos homophobe contenant de l'ironie et un propos militant qui retourne le stigmate. Ça, elle ne sait pas faire. Donc, elle va censurer du contenu qui n'est pas problématique et elle va laisser en ligne du contenu problématique. Et d'ailleurs, on a vu la problématique pendant la pandémie, pendant les périodes de confinement, parce que comme les peu de modérateurs qu'il y avait ne pouvaient pas aller au travail, le job était laissé aux IA. Et YouTube, par exemple, mettait des messages en disant « Ah, alors il se peut que la modération soit un peu pourrie. » Voilà.
Et il faut savoir qu'en plus, la modération, l'autre problème, c'est que le peu d'humains qu'il y a, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas dans votre langue, parce que les chances que vous ayez un modérateur qui parle votre langue, elles vont beaucoup dépendre du poids géopolitique de votre langue. Et que même la francophonie, c'est pas franchement important. Donc ça, c'est un gros problème. Alors, un autre truc un peu amusant, c'est quand les plateformes vont se mêler de colonialisme digital. Donc, Free Basics, de son premier nom, internet.org, c'est une initiative de Facebook. C'est un partenariat entre Facebook et 6 sociétés, parmi lesquelles Nokia, Ericsson, Qualcomm, etc. Et ça vise à offrir aux pays les moins développés un accès abordable à Internet. Noble initiative, me direz-vous. Alors, quelle forme ça prend? En fait, c'est une application qui est développée par Facebook, qui va donner accès à un certain nombre de services et de sites qui vont être conçus pour être le plus léger possible, pour pouvoir être consultés sans données mobiles. Donc, on va enlever les vidéos et les photos, etc. Alors là, déjà, le nombre de problèmes qu'on a déjà atteint à ce moment-là est catastrophique, puisque déjà, vous violez le principe de neutralité du net, puisque c'est Facebook qui décide à quelles ressources vous avez accès, c'est pas vous. Ensuite, le fait qu'on enlève la vidéo et les photos, ça pose un problème de contextualisation, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui ne vont pas nécessairement pouvoir être compris dans le sens dans lequel ils devraient l'être, puisqu'il va manquer de ressources pour contextualiser. Et puis, bien entendu, c'est-à-dire que l'objectif premier de fournir un accès à Internet à des populations dans des pays moins développés, il n'est pas rempli, puisque bien souvent, le contenu il est très orienté, il est très occidental. Donc, il n'est pas forcément dans la langue que les gens parlent. Et en fait, l'objectif réellement, c'est de capter une nouvelle masse de consommateurs, hein, de tout de suite les habituer, les enfermer dans certaines plateformes, et puis de récolter toujours plus de données. Alors maintenant, vous prenez ce slide. Vous prenez le slide que je viens de vous présenter juste avant, vous les mélangez, qu'est-ce que ça fait? Alors on va imaginer que vous êtes en Birmanie. Et en Birmanie, quand vous achetez un téléphone, Facebook est installé dessus. En fait, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que la plupart du temps, le revendeur du téléphone vous a créé un profil Facebook. Donc la première chose que vous savez faire avec votre téléphone, c'est utiliser Facebook. Et pour vous, il y a un biais qui se crée en fait. Du coup, Internet, c'est Facebook. Donc ce qui est sur Facebook, c'est la vérité. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une junte militaire qui va prendre le pouvoir et qui décide qu'il y a une minorité religieuse dans le pays qui les embête un petit peu? Donc ils vont commencer à créer des faux profils, puis ils vont commencer à propager du faux contenu qui relaye des actes de violence, par exemple, qui ont été commis par cette minorité contre le reste de la population ou qui sont planifiés. Eh bien, vous aboutissez au génocide des Rohingyas. Alors, il faut savoir que pour le génocide des Rohingyas, Facebook a reconnu sa part de responsabilité, et c'est tout. C'est-à-dire que ça ne les a pas franchement plus fait réfléchir que ça, parce que la même chose est en train de se passer en Éthiopie sans que ça les dérange. Et c'est vraiment le problème avec toutes ces plateformes, c'est qu'elles créent des comités éthiques, hein, puisqu'elles sont bien conscientes de tous les problèmes qu'elles posent, sauf qu'elles ne suivent pas les recommandations de ces comités éthiques, puisque bien souvent les recommandations vont à l'encontre de la rentabilité économique des plateformes. Je vous invite à lire ou à écouter les témoignages de Frances Haugen, qui est une ex-employée de Facebook, qui a témoigné devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement européen, et qui a bien expliqué tout ça, et qui a bien expliqué comment Facebook est tout à fait au courant qu'il est en train de saper les démocraties joyeusement, comment Facebook est tout à fait au courant qu'il est en train de rendre les gamins addicts aux réseaux sociaux, avec tout ce que ça impacte en termes de tendance au suicide qui accroît de manière exponentielle. Mais on ne va pas arrêter de faire de l'argent pour ça, quand même. Donc Frances Haugen, elle a démissionné, mais ils peuvent aussi se faire virer. Hein. Ça a été le cas chez Google avec Timmy Gebru, qui a été gentiment remercié l'an dernier, après avoir publié un article qui dénonçait les biais racistes dans l'IA. Breaking news, hein, on n'était pas du tout au courant. Voilà. Et puis bien entendu, on ne peut pas parler des problèmes d'éthique que posent ces plateformes sans parler des travailleurs derrière, de toutes les petites mains qui font que ça fonctionne. Et alors ça va commencer avec les modérateurs des réseaux sociaux, parce qu'en fait ces personnes donc sont exposées à longueur de journée à du contenu extrêmement violent.
vont développer des stress post-traumatiques, avec tout ce que ça engendre de conséquences dans une vie, mais ne vont recevoir aucun encadrement psychologique, aucun support financier, médical, etc. Rien. En fait, il y a même une partie de ces modérateurs qui font partie des travailleurs au clic. Donc en fait, ce qu'on appelle les travailleurs au clic, c'est les gens qui vont sur des plateformes type Amazon Turkey chercher des tâches à 1, 2 $, et ça, c'est celles qui sont bien payées. C'est toutes ces petites tâches qui vont faire que les plateformes fonctionnent. Parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait un humain qui repasse sur les vidéos pour dire que ah bah oui, c'est bien une vidéo de chat qui fait du diabolo, qu'il va falloir valider les sous-titres, qu'il va falloir valider les descriptions, etc. Et en fait, le gros avantage de ces plateformes, c'est que ça n'engage pas les plateformes type Amazon Turkey, ça n'oblige pas toutes les plateformes qui les utilisent à salarier les gens et donc, je sais pas, leur payer leur retraite, par exemple. Un autre problème, évidemment, c'est tous les travailleurs qui sont les travailleurs qu'on appelle à la demande, donc des plateformes type Uber, Deliveroo, etc., qui sont mises en concurrence entre eux, dont la rémunération change comme ça, hein, quand la plateforme elle a décidé, parce qu'ils ne sont pas salariés, donc de toute façon, ils n'ont rien à dire. Et puis, mon petit favori à ce niveau-là, c'est Amazon, parce qu'Amazon a développé un concept de management absolument révolutionnaire, c'est le management par la surveillance de masse. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment de ces salariés qui n'ont même pas le temps d'aller aux toilettes, et donc ils font pipi dans des bouteilles d'eau. On est bien en termes de dignité humaine. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que déjà, c'est donc un employeur qui n'en a pas grand-chose à faire de ses salariés, c'est-à-dire que pendant les périodes de Covid, ils n'ont pas respecté les précautions sanitaires, donc il y a eu des gens qui ont été contaminés, potentiellement certains qui sont décédés. Plus récemment, il y a eu, parmi une des nombreuses tempêtes, comme il y en a de très impressionnantes aux États-Unis, il y a un entrepôt Amazon où ils n'ont pas laissé partir les salariés. Sauf qu'il y a une partie de l'entrepôt qui s'est effondrée, il y a eu des morts. En fait, Amazon est un employeur tellement merdique, il n'y a pas d'autre mot, que là, ils sont en train de rencontrer un problème. Ils ont commencé à le rencontrer à la fin de l'année dernière et d'ici 2024, ils vont être complètement coincés. C'est qu'ils ne vont plus avoir de gens embauchés. Parce que c'est tellement horrible de bosser chez Amazon que la durée moyenne du contrat de travail aux États-Unis, elle est de 8 mois. En France, à l'entrepôt de Montélimar, elle est de 2 mois et demi. OK ? Et donc, en même temps, c'est très pratique. Parce que quand les gens ne restent que 8 mois, ils ne peuvent pas créer de syndicat. Parce que ça, c'est un truc qu'Amazon n'aime pas du tout. Alors, ils ne sont pas les seuls, parce que Google n'aime pas trop non plus. Mais Amazon a déployé une énergie folle ces derniers temps à empêcher ses salariés de créer des syndicats pour revendiquer justement de meilleures conditions de travail. Et puis, bien entendu, une problématique dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est celle de l'évasion fiscale, puisque la plupart de ces plateformes ont recours à de très astucieux montages qui leur permettent de ne pas payer dans les pays où elles font le chiffre d'affaires la part de cotisation qu'elles devraient reverser. Voilà, maintenant que je vous ai bien remonté le moral, on va terminer sur le cycle de vie de notre téléphone. Attends, je te prends là. Alors, on va redérouler ce fameux cycle de vie, mais en regardant un petit peu ce qui peut être intéressant. Pourquoi on a le recyclage là ? C'est bon, okay. Tu es sur le recyclage. Je suis sur le recyclage, pourquoi pas. On démarre par la fin, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Non, tu finis les solutions. Ah oui, c'est vrai, bien vu, merci. C'est pour ça qu'on est deux. Donc oui, on a oublié une étape importante sur la partie problématique qui est le recyclage. Donc là, j'irai rapidement. On est à peu près en Europe à 70 millions de téléphones qui dorment dans vos tiroirs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas collectés pour être recyclés. Et ça représente toujours en Europe à peu près à 3 fois le volume de téléphones qui sont vendus. Si on s'intéresse justement à ce que deviennent nos téléphones, dans plus de la moitié des cas, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, donc potentiellement dans ces fameux tiroirs. Dans 8% des cas, ils vont finir dans vos poubelles domestiques, donc là c'est dommage parce qu'ils pourront difficilement être recyclés. Et dans 20% des cas, j'y reviendrai juste sur le slide d'après, on est sur du recyclage non traçable et posant d'autres problématiques sociétales et environnementales. J'y reviens juste après. Dans 17,4% des cas, on recycle convenablement. Donc recycler convenablement, c'est déjà pas forcément recycler, réutiliser, etc. On a 15 minutes, Audrey, pour finir. Alors, sur la partie recyclage informel, donc ces fameux 20%, la problématique, elle est assez simple, entre guillemets, c'est que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, les téléphones ne finissent rarement pas en Europe.
ou en Occident. Ils vont finir bien souvent dans des pays asiatiques ou africains. Là, on est à Bogloshi, décharge qui soi-disant doit fermer, mais qui n'a toujours pas fermé, donc au Ghana. Et ces décharges-là, vous voyez qu'il y a des enfants qui travaillent, beaucoup de vapeurs toxiques, puisque en fait, la plupart des devices ou des câbles sont brûlés pour pouvoir récupérer, par exemple, le cuivre. Et donc, du coup, toutes les nappes phréatiques sont imbibées de produits toxiques. Et les personnes qui opèrent ces opérations sont bien souvent, après 2 ou 3 ans de travaux de ce type-là, sont malades. Alors, passons à ces fameuses solutions. Je vais redérouler ce fameux cycle de vie. Alors, on commence par l'extraction. Alors, sur cette extraction, en fait, je vais vous parler de ce qu'on fait chez Fairphone. Comme je disais tout à l'heure, Fairphone, vraiment, l'objectif premier, c'était pas la modularité, le fait de faire un téléphone réparable. Le premier téléphone Fairphone, c'était vraiment de s'intéresser aux minerais et à essayer de squeezer, éviter les minerais dits de conflit. La première difficulté sur les minerais, c'est d'avoir leur traçabilité. Donc sur l'or, typiquement, ça c'est ce qu'on a fait sur le Fairphone 2, on a essayé de retracer en fait chaque fournisseur impliqué dans la chaîne, de l'extraction, du site d'extraction, en passant par le raffineur, par les traders entre les deux qui vendent les substances, jusqu'à l'assembleur en Chine, etc. Et avoir en fait une vue sur cette chaîne d'approvisionnement, c'est très compliqué. Parce que le marché est tel que quand vous voulez bosser, nous Fairphone, avec un composant, une boîte de composants électroniques, souvent le composant, sa première réaction, ça ne va pas être de vous dévoiler ses fournisseurs. Donc pour essayer de changer les pratiques de travail, il faut qu'on arrive à enlever l'opacité sur cette chaîne d'approvisionnement. Donc quand vous allez sur notre site, vous voyez, sur cette partie du site, vous voyez en fait d'où viennent nos minerais, quels sont les fournisseurs impliqués. On a un PDF où on liste aussi en open source tous nos suppliers. Donc ça, c'est aussi pour inciter l'industrie à changer. Si Samsung veut les utiliser, on les mentionne. Et c'est des fournisseurs qui ont été OK pour changer leurs pratiques et incorporer typiquement de l'or fair trade. À l'heure actuelle, on est sur ces 14 matériaux. On choisit ces matériaux en fonction de la déplétion. Enfin, est-ce que c'est un matériau qui a des problématiques sociales et environnementales à l'heure actuelle dans son industrie? Est-ce que c'est un matériau qui va être en déplétion sur les 20 prochaines années, etc. On ne choisit pas uniquement le minerai en fonction de son poids. J'ai tout le temps cette question pour les journalistes. Alors, en termes de poids, là, vous travaillez sur combien de matériaux? En fait, on s'en fout un peu. Le néodyme, on en a très peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le bosser. Donc on s'éloigne un peu de la quantification des métaux qu'on contient dans notre téléphone, mais on essaye de privilégier ceux sur lesquels il est le plus intéressant d'avoir de l'impact. Il y a 2 ans, on a sorti la Fer Cobalt Alliance, donc en République démocratique du Congo, où justement on a travaillé avec des mines artisanales pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants au bout d'un certain nombre de cycles de production, que les salaires soient meilleurs, que les conditions de travail soient meilleures, etc. Et notre objectif est tout le temps de changer l'industrie, de ne pas faire un téléphone mieux que les autres, mais d'inciter les autres à faire comme nous. Et donc sur ce projet-là, d'alliance de cobalt équitable, il y a de l'industrie automobile qui nous a rejoints, comme Volvo et Tesla, mais aussi d'autres industries au niveau de l'industrie électronique, comme Pixel. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que vous imaginez bien que quand Tesla arrive, ils n'achètent pas la même quantité de cobalt que Fairphone. Alors, on va passer à l'assemblage. Au niveau de l'assemblage, comme je disais tout à l'heure, la principale étape est en Chine. Notre approche, c'est de tout le temps ne pas présupposer ce que peuvent être des bonnes conditions de travail. On ne veut pas cette approche néocoloniale qui consisterait à dire « ils travaillent trop ». On ne sait pas. On pense qu'ils travaillent trop, mais déjà, il faut vérifier ça avec les personnes qui sont sur la ligne de production. Et quand vous travaillez avec eux, ils et elles vont vous dire « ce n'est pas forcément le nombre d'heures, la problématique, c'est le salaire qui est mauvais. Le salaire est mauvais, donc on fait plus d'heures. » Donc souvent, le nerf de la guerre, ça va être le salaire. Donc on a des employés Fairphone qui sont à demeure dans l'usine. Et quand on a bossé avec eux, on a évidemment essayé de résoudre cette problématique salariale et donc d'augmenter les salaires. Quand on a implémenté le programme, on était uniquement sur les personnes de notre ligne de production. Et au fur et à mesure, elles ont décidé, ces personnes-là, d'étendre le programme à la quasi-intégralité des travailleurs de l'usine, même si ces personnes-là ne travaillaient pas sur la chaîne de production Fairphone.
Et ça, donc on a payé des bonus, on a payé évidemment des salaires plus hauts pour arriver à atteindre ce qu'on appelle le salaire décent et non pas minimum. Et on veut essayer de pousser les autres clients de ces usines-là à faire pareil. Parce que quand on arrive à un salaire décent, les gens ne vont plus bosser 85 heures par semaine. Alors, du côté de nos usages, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est à nous de reprendre la main. Déjà, en tant que développeur et développeuse, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire qui, pour moi, sont très très bien résumées par les 4 piliers du Slow Web. Alors, ces 4 piliers, lesquels sont-ils? Le premier, c'est le droit à la transparence pour nos utilisateurs et nos utilisatrices. C'est-à-dire de concevoir des applications qui vont être transparentes sur ce qu'elles vont faire de nos contenus et de nos données. Le deuxième, c'est le droit à un design propre. Donc ça veut dire ne pas designer des applications qui vont essayer de faire à l'utilisateur ou à l'utilisatrice autre chose que ce qu'il ou elle avait envie de faire. Pour information, d'ailleurs, les dark patterns seront interdits par le Digital Services Act, qui, si tout va bien, rentrera en action aux alentours de 2024. C'est le droit à une vie privée. Donc ça, c'est le fait que l'utilisateur ou l'utilisatrice puisse se servir de la plateforme ou de l'application sans pour autant livrer toutes ses données personnelles. Ça, en pratique, c'est le RGPD. Mais je pense qu'il faut qu'on aille et qu'on doit aller beaucoup, on peut et on doit aller beaucoup plus loin en fait sur ce sujet-là et regarder du côté du privacy by design. Dans le privacy by design, il y a beaucoup de choses. On va prendre 3 points qui me semblent être un bon départ. Le premier, c'est de ne collecter que ce dont vous avez réellement besoin. Je vous donne une petite astuce. Vous faites comme si chaque point de données supplémentaire que vous allez collecter, il est payant. Et très rapidement, vous allez vous dire que vous n'avez pas besoin d'autant de champs dans votre formulaire. Ensuite, c'est d'être vigilant dans les outils qu'on utilise, que ce soit pour le traitement ou pour le stockage de la donnée. Pour le traitement, par exemple, ça va être dans les frameworks qu'on utilise. J'ai strictement rien contre Firebase, mais vous doutez bien que l'offre Google Analytics embarquée gratuite dans Firebase, elle ne va pas bénéficier qu'à vous. Et concernant le stockage, disons que si... à tout hasard, je prends un exemple comme ça, vous vous apprêtez à stocker les données de santé de 50 millions de Français, peut-être vous ne le faites pas dans un cloud américain qui est soumis au Cloud Act. Peut-être pas. Et puis c'est le droit de pouvoir partir. Et donc le droit de pouvoir partir, en fait, c'est donner à l'utilisateur ou à l'utilisatrice la possibilité à tout moment de reprendre ces données, de les modifier, de les supprimer facilement. C'est toi qui as la zapette, je crois. En tant que consommateur et consommatrice, là aussi, on a des alternatives. Il y en a qui se sont regroupés au sein de l'Alliance Fairtech. Donc, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'acheter votre matériel. Vous pouvez le louer en leasing à Command, qui est une société coopérative qui va vous garantir que votre téléphone ou votre ordinateur, il va être réparé, mais autant que possible, parce que c'est dans leur intérêt. Eux, ils ne veulent pas racheter des nouveaux devices tous les 6 mois. Pour votre opérateur téléphonique, vous pouvez basculer sur Télécoop, qui là aussi est un opérateur coopératif et qui va vous faire payer uniquement la donnée que vous consommez. Donc il n'y a pas de forfait avec des grosses enveloppes à 50, 100, 200 gigas. Vous payez réellement que ce que vous consommez, vous reprenez la main sur votre volume. En termes de système d'exploitation pour votre téléphone, vous pouvez basculer sur i, par exemple, qui est un système qui se base sur Android, mais qui vous garantit que votre téléphone ne va pas devenir votre meilleur espion. D'ailleurs, il n'y a pas que i, il y a d'autres solutions. Il y a Lineage OS notamment, et Postmarket OS, mais Postmarket OS est en cours de développement. Et si vous voulez contrôler les applications que vous avez installées, vous utilisez Exodus Privacy. Vous rentrez le nom de l'application, vous allez voir le nombre de trackers qu'elle utilise. Ensuite, de manière générale, en fait, nos meilleures options, elles se situent bien évidemment du côté du logiciel libre. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des Google Forms et des Doodle. Vous pouvez utiliser les outils Framasoft. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser WhatsApp, utiliser Signal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Chrome, utiliser Firefox, parce que c'est vachement cool, en fait, un navigateur qui n'est pas en train de filer toutes vos données de navigation à une société qui connaît déjà beaucoup trop de choses sur vous. Pour les outils type mail, là, ça ne va pas forcément être du logiciel libre, mais il y a des solutions qui reposent sur de l'open source. Donc, c'est le cas, par exemple, de Proton, qui gère les mails, les calendriers, les contacts, et qui a même une version Drive bêta. Donc, à terme, on peut déjà, puisque je l'ai déjà testé pour vous, on peut déjà échanger des documents via ça. Le seul point noir sur lequel je n'ai pas de solution à vous proposer, c'est le moteur de recherche. Parce que le moteur de recherche, il faut savoir que même DuckDuckGo et Quant sont en fait des métamoteurs qui sont adossés à Bing, donc ils ne peuvent pas bloquer les trackers de Bing. Donc là, ça coince.
On va parler de la fin de vie de votre téléphone. La clé, ça va être de le garder longtemps. Ça, c'est une étude, je reprends tout le temps l'étude d'analyse du cycle de vie qu'on a faite chez Fairphone récemment sur le Fairphone 4. Et donc, on a essayé de voir si on gardait notre téléphone 5, 6, 7 ans, quelle serait la conséquence en termes environnementaux. Et ben, si on le garde 7 ans et non pas 2,8 ans, 3 ans, comme c'est la moyenne, on réduit de 44% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même la cible. La clé pour garder son téléphone, c'est donc la réparation. Si votre téléphone y casse, regardez s'il peut être réparé. Il y a iFixit, qui est vraiment un site qui vous propose du matériel, des tutoriaux pour réparer beaucoup de matériel que vous pouvez avoir chez vous, et non pas que des smartphones. Et la modularité va forcément aider pour cette réparation-là. Est-ce que vous avez un long-lasting support sur votre téléphone? Est-ce que vous avez regardé avant d'acheter votre téléphone si le support logiciel sera long ou pas? Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Si jamais vous êtes un peu perdu, en France, il y a un indice de réparabilité qui est sorti en 2021. Il a ses limites, mais il est quand même pas mal. Donc, c'est comme les diagnostics que vous pouvez avoir quand vous achetez ou louez un appart. Et bien là, vous avez les diagnostics énergétiques. Là, vous avez une idée de la réparabilité de votre produit. Ça marche pour les ordinateurs, les smartphones et même les tondeuses à gazon. Et donc, l'indice est entre 0 et 10. Plus vous vous rapprochez de 10, mieux c'est. Il n'y a pas que Fairphone, il y a aussi Framework, qui est une marque américaine qui fait aussi de la modularité dans l'électronique. Ils font des laptops, c'est super bien. Et donc voilà, même sans être expert technique, on peut facilement changer différentes parties de votre produit électronique. Je cite 2 sites, en plus gouvernementaux. Donc quand même, à souligner, longuevieauxobjets.gouv.fr, ça c'est un site qui a été sorti il y a quelques temps, qui vous permet en fait de savoir comment donner un matériel dont vous n'avez pas forcément besoin, comment vous pouvez réutiliser votre appareil si jamais vous n'avez pas envie d'en acheter un, etc. Et j'aime beaucoup cette campagne de iFixit qu'ils ont fait pendant le Earth Day en 2021. Donc leur truc c'était Don't Recycle but Repair. Et oui, parce que le recyclage, c'est vraiment la dernière solution. C'est la solution ultime quand vraiment vous avez tout essayé. Le fait de recycler, ça peut être aussi un appel consumériste. Ça peut être un truc qui vous fait dire que, allez, je m'achète une petite conscience environnementale, je vais recycler mon téléphone. N'oubliez pas les chiffres que j'ai mentionnés, 17,4% des téléphones qui sont recyclés en étant convenablement recyclés, etc. Et quand vous êtes en fin de vie, essayez d'être vigilant sur la manière dont vous voulez faire recycler votre téléphone. Vous avez des éco-organismes comme Écosystème qui ont poussé ce genre de site web aussi, donc dédié au téléphone. Je donne mon téléphone et derrière, en fait, vous avez la garantie qu'on vérifie, on vérifie déjà si on peut réutiliser des composants, on vérifie si vraiment il est en fin de vie, on va le recycler, etc. Et le recyclage est traçable. Et alors enfin, en tant que citoyen et citoyenne, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. La première, en fait, c'est de ne pas accepter tous ces nouveaux gadgets technologiques qu'on va nous fournir pour monitorer notre sommeil ou je ne sais quoi, sans réfléchir déjà à ce nouveau pan de données personnelles qu'on est en train de céder et sans réfléchir au potentiel usage liberticide qui pourrait être fait soit de cette technologie ou des données qu'on est en train de donner. La deuxième, c'est de boycotter les plateformes problématiques. Je vous assure qu'on vit très très bien sans Amazon. Si vous voulez des astuces de sites alternatifs, vous venez me voir. On vit très bien sans Amazon, je vous le promets. La deuxième, c'est que la troisième, vous avez le choix de débrancher le biberon à dopamine. Donc déjà, vous pouvez, si vous voulez, commencer par débrancher les notifications et même vous pouvez quitter les réseaux sociaux et continuer à avoir une vie sociale. La mienne va très très bien et même beaucoup mieux depuis que j'ai quitté Twitter. Ensuite, une grosse partie de nos responsabilités vraiment propres, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reprenne la main sur ces technologies et il va falloir qu'on aide les autres à le faire. Et les autres, tous ceux qui n'ont pas nos connaissances technologiques mais qui partagent nos préoccupations, eh ben, on peut les aider de plein de manières. Ça peut être déjà en leur faisant connaître les alternatives que je vous ai citées. Je vais vous prendre un truc tout bête. Si vous avez des étudiants ou des étudiantes autour de vous, vous pouvez leur expliquer que le traitement de texte, c'est pas forcément Word. Que certes, Microsoft fait des offres très alléchantes pour les étudiants, mais qu'il y a des alternatives en logiciel libre qui fonctionnent très bien. C'est aussi de les aider à router leur téléphone, à réparer leur matériel, etc.
Et puis enfin, peut-être le truc le plus important, c'est de soutenir des associations comme la Quadrature du Net ou EDRI. Alors EDRI fait essentiellement la même chose que la Quadrature du Net, mais au niveau européen. Donc ils font du contre-lobbying à Bruxelles. Et ça peut être très intéressant. Donc déjà, c'est évidemment des associations qui ont besoin de votre soutien financier si vous le pouvez pour vivre, mais qui font aussi d'excellents rapports, notamment la Quadrature sur les problématiques de surveillance par drone, etc. A fait un excellent travail récemment. Et EDRI relaye aussi beaucoup quand l'Union européenne en fait met en place des formes de questionnaires un petit peu où ils vont essayer de recueillir l'avis de la population européenne sur ces sujets-là, EDRI les relaye. Donc, en conclusion, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut jeter la tech. On est juste en train de vous dire que ça ne va pas être la solution miracle qui va résoudre tous nos problèmes sociétaux et environnementaux, puisqu'on voit qu'elle en crée autant qu'elle est censée en résoudre. Elle peut nous aider sur 2-3 trucs, certes, mais c'est un outil. Ça reste un outil, il faut le remettre à sa place. Et un outil, il faut reprendre la main dessus. Et donc profiter vraiment de notre position de sachant pour aller démystifier tous les mécanismes sous-jacents aux gens autour de nous, pour les sensibiliser à toutes les problématiques qu'on a vues ensemble et qui sont quand même cruciales. Et puis ne pas oublier qu'en tant que consommateur et consommatrice, on a un vrai pouvoir, parce qu'on a le pouvoir de boycott et qu'on a le pouvoir de demander à ce qu'il y ait, en fait, il y ait plus d'éthique dans ce qui nous est vendu comme produit manufacturé et dans ce qui nous est proposé en termes de services et de plateformes. Parce qu'il n'y a que si on est plus nombreux et plus nombreuses, toujours plus, à demander vraiment de l'éthique dans ces industries, qu'on a une chance de voir une vraie révolution numérique, dans le sens révolution, dans le sens qui bénéficie au plus grand nombre, arriver. Et alors, si vous voulez pas que votre avenir ressemble à ça, moi j'ai pas tellement envie en tout cas, eh bien, on vous a mis une petite sélection de livres qui ont inspiré nos réflexions au cours de ces dernières années, qui nous ont servi de base en fait pour écrire cette keynote, qui on l'espère vous aura inspiré, vous aura peut-être appris des choses, mais surtout donné envie d'en savoir plus et d'agir. Et on vous remercie.